Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 8 juin. Attention aux orages ce soir de Lille à Strasbourg. Le ciel menace. La nuit dernière, de violentes pluies ont surpris la population dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Des torrents de boue ont dévasté des dizaines de maisons. La chasse aux fausses plaques d'immatriculation est lancée. Police et gendarmerie s'inquiètent de voir de plus en plus de contrevenants rouler avec de faux numéros, mais également sans permis. Témoignage ce soir de ces automobilistes hors la loi. Les Français commencent enfin à freiner leur consommation de médicaments. 20 milliards d'euros dépensés tout de même. Nous verrons quels sont les produits les plus prescrits aujourd'hui en pharmacie. La fin du G8 en Allemagne, premier grand rendez-vous international du président Sarkozy. L'heure est au bilan et aux premières impressions de ses nouveaux partenaires sur le style du nouveau chef de l'État français. La terre battue de Roland-Garros va trembler dimanche sous les coups de Rafael Nadal et de Roger Federer. Les deux favoris ont tenu leur rang cet après-midi. Ils se retrouveront face à face sur le central pour la finale dimanche. Un ciel de plus en plus noir, des coups de tonnerre et des pluies diluviennes. Le scénario est bien connu, mais les conséquences beaucoup plus imprévisibles. Ce soir encore, la menace est réelle, selon Météo France, pour le nord et l'est du pays. La nuit dernière, certains ont déjà tout perdu en seulement quelques minutes. De fortes pluies ont provoqué des torrents de boue. Un vrai choc pour la population de plusieurs villes et villages, comme ici à Estreux, dans le nord, à côté de Valenciennes. Reportage Marianne Masse, Patrick Durstorm. Jamais il n'aurait imaginé devoir nager un jour dans la rue, et pourtant c'est ainsi que plusieurs habitants du village ont sauvé leur peau. En quelques minutes, charriés par l'eau de pluie, des dizaines de milliers de tonnes de boue ont envahi les rues et les maisons à l'heure du dîner, obligeant parfois leurs occupants à se réfugier dans les étages. 15 personnes ont dû être évacuées. Vous regardez tout partir, quoi. Toute votre maison, les meubles, l'électroménager, la voiture, tout. On a mis les enfants à l'étage, ils dorment là encore heureux. Et maintenant, vous voyez par vous-même. Ce matin, chacun a pu se rendre compte de l'ampleur des dégâts sans vraiment réaliser. Partout, la boue, les morceaux de murs, les congélateurs, les véhicules projetés sur plusieurs centaines de mètres. J'ai une dizaine de voitures qui ont été complètement immergées comme ça. Certaines ont servi de bélier, ont défoncé des murs. C'est assez curieux, c'est la première fois que je vois un mur de parpaing se déplacer sur une quinzaine de mètres. Rien ne résiste, une porte-fenêtre, une porte, quand vous avez un torrent qui arrive là-bas. La mairie, vous voyez qu'elle est surélevée là-bas. Dans mon bureau, j'ai eu 40 cm d'eau. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu à Etreux. On parle d'une pluie comme on en connaît une par siècle. Il est tombé en 2 heures l'équivalent des précipitations de 2 mois. Dans les maisons, c'est comme si la vie s'était arrêtée net. Ici, une fête d'anniversaire. Là, tout un intérieur à refaire, une vie à reconstruire. D'un seul coup, je me suis retournée. Il y avait 50 cm d'eau derrière la porte de la véranda. Et nous, on n'avait encore trop rien dans la maison. Et le carreau a éclaté. La fenêtre n'a pas su tenir et tout est rentré. Et le temps que je prenne mon téléphone pour appeler les pompiers et que mon époux remonte la voiture, ça y est, l'eau était déjà au niveau des fenêtres. Donc j'ai nagé dans ma rue et la pelleteuse est venue nous rechercher un peu là-bas au-dessus. C'est vous qui vous êtes sauvé en nageant ? Ce midi, c'est surtout en président de la communauté d'agglomération que Jean-Louis Borloo, le ministre de l'économie et des finances, s'est rendu sur place. Il a déjà annoncé que le dossier de catastrophe naturelle sera examiné au plus vite. De violents orages très localisés qui ont également touché la Picardie et les départements de l'Aisne et de l'Oise, provoquant de nombreuses inondations et obligeant la population à fuir leurs habitations. Ce fut le cas la nuit dernière à Giscard, près de Noyon. Reportage Frédéric Crotat, Arnaud Wust. Comme tous les vendredis midi, il rentre à la maison, mais ce chauffeur routier qui vient de passer la semaine sur les routes de France ne reconnaît plus son pavillon, dévasté par le violent orage de la nuit dernière. Et dans l'immédiat, je sais pas. On a tout perdu. C'est la misère. Pendant près de 4 heures, c'est une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette petite ville de l'Oise, la coupant en deux. En fin de matinée, les secours continuaient d'évacuer des habitants en état de choc. En une demi-heure de temps, c'était noyé de tout partout. Bon, on a déjà vu de l'eau couler, mais là, on aurait dit une rivière, on aurait dit l'Oise en crue. Non, ça a été tellement vite, on n'a rien pu faire. Dans l'artère principale de la ville, recouverte à certains endroits d'1,50 m d'eau, ce garage entièrement inondé. L'eau est montée, donc au fur et à mesure qu'elle montait, nous on avait barricadé tout, on avait mis une voiture derrière pour tout bloquer. Puis après, en final, il y a un camion qui est passé, il nous a fait une vague de 2 mètres, et en faisant la vague, une pression, ça a arraché la porte, toutes les vitrines et tout.
À l'intérieur, les véhicules laissés en réparation par les clients sont inutilisables. Dans toute la ville, une odeur persistante, celle du fioul qui s'est échappé des habitations et des commerces. Au total, 250 personnes ont été évacuées, y compris les gendarmes et leurs familles. Des centaines de bâtiments touchés, le supermarché en plein centre, entièrement retourné. L'Oise est malheureusement un département qui est connu pour ses problèmes de crues, donc les pompiers ont dans leur culture cette notion. Ils sont habitués, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Les habitants de Guiscard devront attendre la décrue totale, certainement demain, avant de regagner leur maison. De très forts orages qui inquiètent toujours Météo France. L'alerte orange est donc ce soir maintenue dans 9 départements, entre autres le Nord, les Ardennes, la Marne ou encore la Meurthe-et-Moselle. Et cela jusqu'à demain, 13h. Des intempéries qui ont perturbé aujourd'hui le trafic SNCF entre Paris et Reims à hauteur d'Épernay, avec ces coulées d'eau qui ont inondé la voie momentanément. Cependant, la ligne du nouveau TGV Est qui sera inaugurée demain n'a pas été touchée. Aujourd'hui, certains voyageurs devaient effectuer leur dernier trajet en train corail sur cette ligne. Mais apparemment, il était temps que les choses changent. Reportage Cyril Za, Valérie Lucas. Le train corail numéro 1523, départ initialement prévu à 17h22, partira avec un retard d'environ 1 heure. Un ultime retard pour ce train corail ou comment rater sa sortie de Seine et exaspérer une dernière fois les voyageurs. Déjà au moins 300 ou 400 personnes sur le quai. Je sais bien. Et on ne pourra pas Madame, partir. je sais bien. Malheureusement, hier soir, je vous rappelle qu'il y a eu des éboulements. On n'a pas de... On est d'accord. Oui, mais c'est un impact. Mais madame, c'est un impact malheureusement sur le matériel que nous avons ce Il y a soir. les éboulements, les feuilles d'automne, la neige, la pluie. Madame, 100 personnes à quai, autant dans les wagons. Aux problèmes techniques ajouté le manque de sièges et l'absence de climatisation. Pour bon nombre, une véritable habitude. Et l'arrivée du TGV est loin de convaincre. Tous les vendredis, on voyage par terre. C'est bondé, de chercher bondé. On n'a même pas le droit d'aller se mettre en première, surtout pas. Et je ne parlerai pas du TGVS parce que c'est une catastrophe. Au niveau des prix, c'est une catastrophe. Au niveau des horaires, c'est une catastrophe. Effectivement, on va peut-être diviser par 2 les temps de trajet pour certains, mais on paye plus cher. Voilà. Avec la réservation qu'on n'était pas obligé d'avoir sur les corails. Donc clairement, les gens qui font les allers-retours tous les jours se posent la question, en partant de Reims par exemple, de savoir s'ils ne vont pas déménager. Clairement. Bon, il y en a marre, hein, voilà. faut vous dire. Je comprends. Je comprends que là, ça a été très difficile. Ras-le-bol, bah, ça fait des mois que ça dure. Contre mauvaise fortune, bon cœur, certains ont fait le choix d'en sourire et se satisfont de quelques gestes. Ah, ça va donner quand même une bonne ambiance. Lundi prochain, tous reviendront, mais à bord d'un TGV qu'ils attendent désormais de pied ferme. Et le week-end commence, attention sur les routes, particulièrement donc dans le nord et l'est du pays. 2 chiffres contradictoires sont à retenir. La baisse du nombre de victimes sur les routes, mais en revanche, l'augmentation des infractions de 11%. Les radars sont d'une redoutable efficacité et certains n'hésitent pas à tenter de trouver des parades illégales. Décryptage et témoignages avec Jean-François Firet et Michael Cario. Chaque fois qu'il allume le contact, ce jeune homme devient un hors-la-loi. À 19 ans, il roule sans permis, on ne lui a pas retiré, il ne l'a simplement jamais passé. Je suis un fainéant en fait, on va dire. Donc à chaque fois je dis que je devrais aller m'inscrire, mais j'y vais jamais. Pourtant, c'est pas un problème d'argent. Je conduis, j'ai pas le permis, donc il n'y a pas d'assurance à mon nom, donc je trouve que je suis un danger. Cette mère de famille, elle, connaît son code de la route, mais ne l'a pas appliqué. 2 excès de vitesse, un défaut de port de ceinture, un feu orange grillé, et voilà les 12 points de son permis envolés. Pourtant, c'est bien en voiture qu'elle continue de se rendre au travail. La voiture, c'est comme l'handicapé sans son fauteuil roulant. Dans la vie de tous les jours, on ne peut plus se passer de voiture. 2 profils différents donc, mais pour l'un comme pour l'autre, une seule et même sanction encourue. 4 500 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement et l'interdiction pendant 3 ans de passer ou de repasser l'examen de la route. 85 000 conducteurs sans permis épinglés en 2006, c'est 18% de plus qu'en 2005, sur une population croissante d'au moins 1 million de personnes. Alors, pour ne plus se faire flasher, certains croient aux recettes magiques. Le tour de passe-passe de la plaque d'immatriculation, par exemple, il y a un truc, tous les garagistes le connaissent. La technique, ça serait de mettre un bout de bande noire ici. Comme ça, on peut d'avoir un C, on aurait un O. Et après, il est très difficile de retrouver quelqu'un si on change un numéro ou un chiffre. Une plaque abîmée, cabossée, souillée est une plaque qu'un radar ne peut pas lire, mais un policier, oui. L'an dernier, ils ont constaté plus de 100 000 infractions de ce type,
plus 22% en un an. L'unique chiffre à la baisse, celui de la mortalité, moins 11% le mois dernier, le meilleur résultat depuis le début de l'année. La sécurité sociale cherche toujours des solutions pour faire des économies. L'assurance maladie avait appelé les Français à moins consommer de médicaments et le message commence à être entendu. Les dépenses ont été freinées, mais certaines petites pilules restent apparemment incontournables dans la boîte à pharmacie familiale. Explication Laetitia Legendre, Céline Liégeois et Jacques Girard. Nous les avons tant aimés, les rouges, les bleus, les jaunes. Mais aujourd'hui, il semble que les Français se disciplinent. Moins 6,7%. Les ventes de médicaments ont diminué l'an dernier. Cependant, les classiques font toujours recette. Du Doliprane, de l'aspirine, du Diantaluvic, mais surtout du Doliprane et l'aspirine. Du Doliprane, de l'aspelgique. Parmi les médicaments les plus prescrits, les antalgiques à base de paracétamol progressent de 4%. Les psycholeptiques, eux, tout comme les antibiotiques, sont en net recul. Les dernières campagnes, pour sensibiliser les Français... Non, ça sert à rien. Il a fait son diagnostic, c'est un virus. ...semblent avoir porté leurs fruits. Hormis le fait que les médecins en prescrivent moins, les patients sont aussi moins demandeurs de ce type de produit. S'ils peuvent éviter d'en prendre, ils préfèrent. L'an dernier, les dépenses de médicaments n'ont progressé que de 1,4%. Une diminution par rapport aux années précédentes, due en partie au développement des génériques, qui représentent 70% du marché, mais aussi au déremboursement de certains médicaments. Même si certains traitements de maladies graves restent très coûteux. Ce sont des produits qui tournent autour de 2000 à 2500 euros le prix de la boîte, pour un traitement d'un mois et qui sont destinés pour le Glivec, donc justement pour les chimiothérapies. Aux Français de redoubler d'efforts, car avec plus de 20 milliards d'euros, ils restent les premiers consommateurs de médicaments par habitant en Europe. À l'étranger, en Allemagne, les manifestants anti-G8 ont trouvé chaque jour de nouveaux moyens spectaculaires pour agir. Des altermondialistes rois du marketing de l'image. Après les actions sur terre, la course-poursuite de bateaux en mer hier, voici la montgolfière dans les airs. Aujourd'hui, c'était l'image du jour des anti-G8. Un sommet qui ne se passe pas toujours à 8 autour d'une table, c'est aussi l'occasion d'entretiens bilatéraux. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs rencontré George Bush, un président français dont l'énergie a été soulignée par Angela Merkel. Il souhaite ici encore bouger les lignes et n'hésite pas à casser le protocole. Ce matin, c'est lui qui a annoncé que le président américain était légèrement indisposé. Bilan et impression sur place, Thierry Tullier, Francis Forger. C'est le genre d'image dont raffolent les organisateurs des G8. Cravate au vestiaire, voici les dirigeants des grandes puissances réunis après les tensions des derniers jours. Quelques apartés, confirmation d'une complicité entre George Bush et Nicolas Sarkozy. Au bord de la Baltique, il ne manque guère que les géants chinois et indiens pour que le club soit au complet. Entre la décontraction parfois maladroite d'un George Bush amateur de bière et le visage fermé de Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy a joué sa propre partition, multipliant les entretiens bilatéraux, comme pour signifier qu'il faudra compter avec la France sur tous les sujets. L'occasion d'installer une méthode, le parler franc, comme ce matin avec George Bush, loin des caméras, le président américain étant souffrant. J'ai indiqué au président des États-Unis que j'avais l'intention de défendre les intérêts de notre économie, de nos agriculteurs, avec la même vigueur qu'il défendait lui-même les intérêts de ses agriculteurs et de ses entreprises. Je réclame de la réciprocité et la fin de la naïveté. Mais un sommet du G8, c'est aussi l'exercice si particulier de l'art du compromis. Sur l'Afrique, par exemple, la France et les États-Unis auraient aimé faire plus. Les 8 en désaccord se sont contentés de confirmer leurs engagements passés. Et sur le réchauffement climatique, Nicolas Sarkozy a certes fait bouger George Bush, mais sans complètement le convaincre. Je pense que le bilan est positif, voire très positif. Sur le climat, il y a eu des avancées assez remarquables. Par ailleurs, ça a permis de multiples contacts bilatéraux en 48 heures, ce qui fait gagner un temps extrême. Une diplomatie plus moderne, plus informelle, c'est le message de Nicolas Sarkozy. Pas de rupture sur le fond, mais du pragmatisme qui passe par des contacts directs, sans sujet tabou, comme avec Vladimir Poutine. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la méthode Sarkozy sur ses homologues étrangers, mais les contacts directs vont se poursuivre sous la forme d'au moins 2 voyages officiels aux États-Unis et en Chine d'ici la fin de l'année.
Et puis on avait beaucoup parlé de tensions sur la question du bouclier antimissile entre Washington et Moscou avant ce sommet du G8. On avait cru entrevoir un apaisement avec la proposition surprise de Vladimir Poutine d'un système commun aux deux pays depuis l'Azerbaïdjan. La réaction de George Bush avait été mesurée. Ce soir, la situation semble se compliquer. Le président russe proposant cette fois d'étendre le bouclier en Irak et en Turquie. Tout cela paraît bien complexe. Les explications de Laurent Boussier et Vivien Roussel. C'est certainement la base militaire la plus isolée au monde. Fort Greely en Alaska, sentinelle avancée du fameux bouclier antimissile américain. Ici, depuis quelques mois, ont été installés 16 missiles intercepteurs de missiles. Le but de ces armes, protéger le territoire américain d'éventuels missiles balistiques tirés par la Corée du Nord, voire par la Chine, dont la trajectoire passerait à proximité de l'Alaska. Un système qui, selon les militaires, serait aujourd'hui opérationnel. La technologie du principe taper pour tuer, qui consiste à précipiter un missile sur une tête nucléaire pour la détruire, fonctionne. Le principe est connu. Comme on peut le voir lors de ces tests, des satellites d'alerte détectent le départ d'un missile balistique hostile. Aussitôt, les radars basés à terre entrent en action. Une fois la cible identifiée et sa trajectoire établie par les centres de contrôle, un missile intercepteur est lancé. Quelques minutes après, arrivé au point d'impact prévu, ce que les militaires appellent le véhicule tueur tape sa cible à une vitesse de 24 000 km/h. C'est ce système, ce matériel que les Américains veulent installer en Pologne et en République tchèque. Objectif affiché, contrer les attaques, pour l'instant impossibles, de missiles iraniens qui passeraient au-dessus de nos têtes pour aller frapper les États-Unis. Un choix présenté comme militaire par les Américains, mais qui en réalité serait plutôt politique. D'autres choix étaient possibles, soit sur les bases américaines existantes déjà, soit en Italie ou en Turquie, au plus près de la menace iranienne. Et donc le fait de décider de le faire en République tchèque et en Pologne, on voit bien qu'il y a une avancée du dispositif américain, une avancée en direction de la Russie. D'où évidemment la fureur de Moscou pour qui l'installation de ces armements à ses portes modifie l'équilibre stratégique de la région. Parfum de guerre froide et gestes d'agacement, la semaine dernière, les Russes médiatisaient les essais réussis d'un nouveau missile intercontinental et Vladimir Poutine menaçait de pointer à nouveau ses armes vers l'Europe. Et puis hier, changement d'ambiance. Lors d'un entretien en marge du sommet du G8, le président russe a proposé à son homologue américain que leurs deux pays coopèrent sur le bouclier antimissile. Pour commencer, on pourrait utiliser ensemble la station radar de Gabala que nous avons en Azerbaïdjan. La station russe de Gabala, la voilà. Un des radars les plus puissants au monde. Installé dans le nord de l'Azerbaïdjan, il est capable de détecter le moindre tir de missile dans tout le Moyen-Orient et l'océan Indien. L'utiliser en commun avec les Américains, la proposition a pris George Bush de court. C'est une suggestion intéressante. Même si cette initiative de Poutine n'a aucune chance de voir le jour, elle permet au moins aux deux hommes de poursuivre leur dialogue. Avant de rentrer aux États-Unis, George Bush, lui, a fait une courte escale de 3 heures en Pologne pour discuter avec le président polonais de l'installation dans ce pays de ces fameux missiles antimissiles. Retour en France avec la politique. On peut qualifier cette période de moment de doute pour les candidats. Des milliers d'entre eux ont fait campagne pour ces législatives. 577 postes sont à pourvoir et ce soir, ils s'interrogent, à gauche comme à droite ou encore au centre, comment les Français vont-ils voter ce dimanche? Mobilisation, démobilisation. C'est avec ces questions en tête que les leaders ont battu une dernière fois la campagne. Arnaud Boutet, Christian Leroux. J'ai déjà fait 150 photos. Après des mois de campagne, il se plie encore à l'exercice. Dans son département, devant 400 personnes, François Bayrou dénonce les promesses du gouvernement, qu'il nomme le programme de dépenses, incompatible avec la baisse de la dette. Et il bondit pour défendre sa couleur politique face au risque d'une vague bleue aux législatives. C'est pas parce qu'ils ont fait quelques pourcentages de voix de plus que nous au premier tour de l'élection présidentielle. C'est pas pour cela que notre qualité de citoyen français, elle doit être remise en question. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée de tous les citoyens français. À Lille, Ségolène Royal bataille pour l'élection, mais se positionne aussi au sein du PS. Et elle pourrait déposer une motion lors du prochain congrès. Peut-être donc briguer la succession de François Hollande, le premier secrétaire. En attendant, elle s'en prend au tandem Sarkozy-Fillon. Il y en a un qui caresse et l'autre
qui tient le bâton. Nicolas Sarkozy veut tout absorber. Certains disent même avaler, tellement l'appétit est insatiable. Autre meeting hier soir, l'UMP, François Fillon, avec dans la salle des Biterrois très confiants. Ouais, si on tient compte des résultats des présidentielles, quand même, il ne va pas y avoir un grand nombre qui vont se défiler là. Une fois de plus, François Fillon règle ses comptes avec la gauche et il assume entièrement ses coups de griffe. Si je suis parfois dur avec elle, je ne le serai jamais autant qu'elle a pu l'être avec Nicolas Sarkozy, contre lequel elle a mené une campagne outrancière. Ultime réunion publique devant des centaines ou comme ici des dizaines de militants. En Bretagne, Jean-Marie Le Pen achevait aujourd'hui son tour de France. Et comme tous les chefs de parti, dernier appel pour tenter de convaincre 44 millions d'électeurs. Et puis à noter que si la campagne officielle est terminée, dans les médias ce soir, à la différence de la présidentielle, les candidats peuvent continuer à distribuer des tracts et tenir des réunions ce samedi. Et puis je vous rappelle que France 2 vous proposera une grande soirée électorale ce dimanche depuis toutes les grandes villes pour suivre en direct les résultats de ces élections législatives, images, débats animés par Élise Lucet et David Pujadas. Lundi, les élèves de terminale vont philosopher le temps de leur première épreuve du bac. Pour de nombreuses familles, la question de la qualité du lycée est souvent objet de débats privés ou publics. Voilà une question qui n'est pas uniquement philosophique, justement. Les résultats enregistrés sont souvent meilleurs dans le privé. Quelles sont les différences? Bien souvent, tout commence par la sélection. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Le lycée catholique Fénelon de Grasse, c'est une institution. Depuis 1919, cet établissement privé sous contrat forme des bacheliers. Taux de réussite, 98%. Sur les 120 élèves présentés chaque année, 2 échecs seulement. Pour les autres, c'est plutôt la course à la mention. Officiellement, tout est affaire de pédagogie, d'encadrement des élèves et de culture du travail. Les vacances de Pâques, par exemple, se sont transformées en stage de préparation à l'examen. Pour le directeur, il n'y a de mystère que dans la foi, et pas comme l'affirment les détracteurs, une sévère sélection des élèves. Lorsqu'un établissement réussit, on est tenté de dire oui, non, mais il est crème ou il ne présente pas tout le monde. Je crois que c'est des vieux clichés et que vraiment, quand on voit les... Alors bien sûr, il y a des gosses très brillants, hein, mais comme partout. Et puis il y a des gosses honnêtement qui eux, sont notre vraie satisfaction professionnelle, hein, qui réussissent à force d'encouragement, à force de travail. 1 000 € de frais de scolarité, 1 000 € de cantine, l'Institut Fénelon opère déjà une sélection par l'argent. Autre critère, les résultats. L'entrée au collège se fait sur dossier. La 3e et la seconde sont des années charnières. Une vingtaine d'élèves sont priés de poursuivre leur scolarité ailleurs. Il vaut mieux une orientation vers une voie professionnelle réussie que galérer vers un bac d'enseignement général ou technologique, parce qu'on n'a pas le droit, et je le dis très souvent, de maintenir un enfant en situation d'échec trop longtemps. Certains de ces enfants, on les retrouve ici, au lycée public Amiral de Grasse. 80% de réussite au bac, 18% de moins que dans le privé, mais une autre vision des choses. Pas de sélection, une mixité sociale importante et 3 fois plus d'élèves présentés à l'examen. Pour nous, ce qui est important, ce ne sont pas les taux bruts de réussite au bac, mais plus les taux d'accès. Alors qu'est-ce que c'est qu'un taux d'accès? Eh bien, c'est la possibilité pour un enfant qui est inscrit dans une classe de seconde d'aller jusqu'en terminale et de réussir son bac. Et de ce point de vue-là, notre établissement se classe au 3e rang de l'académie. Public, privé, il n'y a donc pas de match, mais simplement 2 approches différentes des rôles de l'école dans la République. À Paris, cette action choc de l'organisation écologiste Greenpeace qui a déversé devant le ministère de l'Agriculture plusieurs kilos de thon rouge ce matin. L'objectif était de dénoncer la pêche intensive qui menace la survie de l'espèce en Méditerranée. L'organisation demande à ce que le plan de sauvegarde du thon rouge soit enfin adopté. Greenpeace qui se mobilisait également pour la journée mondiale de l'océan organisée par l'UNESCO aujourd'hui. Elle a pour but de sensibiliser le public au rôle essentiel des océans. Car vous le savez, le réchauffement climatique a des conséquences dramatiques, comme ici au pôle Sud, dont on a moins l'habitude de parler. Agnès Monteux, Tristan Lebras. Une température équivalente à moins 180 degrés à cause du vent. Pas de problème, c'est leur quotidien. Les manchots empereurs ont même besoin de la banquise pour vivre. Ils s'y reproduisent, ils y pondent leurs œufs, puis c'est la célèbre longue marche. Des centaines de kilomètres pour aller chercher la nourriture du petit vers l'océan à la recherche du précieux krill. Ces crustacés ne vivent que sous la banquise. Moins il y a de glace, moins il y a de nourriture. L'hiver, c'est une période clé pour les manchots empereurs.
qui est très coûteuse d'un point de vue énergétique. Et si à ce moment-là, ils ne trouvent pas les ressources suffisantes pour élever à la fois leurs jeunes et pour survenir à leurs propres besoins, il y a une augmentation de la mortalité. Son cousin, le manchot royal, est lui aussi menacé de disette. Il pêche des poissons qui vivent dans des eaux froides de plus en plus profondes à cause du réchauffement. Sur Kerguelen, où nous travaillons, nous avons déjà pu mettre en évidence qu'une augmentation de la température des masses d'eau de 4/10 de degré a augmenté la profondeur des plongées, donc des manchots, de plus de 60 mètres. L'éléphant de mer n'apprécie pas non plus ces changements. Dans les années 70, la moitié d'entre eux avaient disparu à cause d'un brutal réchauffement au pôle sud. Quand ils sont à terre l'été, les scientifiques leur installent des balises pour mieux comprendre leurs habitudes et pour mieux suivre le réchauffement des eaux dans cette région encore mal connue. Au-delà du 60e parallèle, on s'est rendu compte que la zone était relativement inaccessible, particulièrement en hiver. Et donc les éléphants de mer fréquentent ce secteur-là et nous permettent d'apporter des informations cruciales sur les océans. Les vents aussi changent. Avec ses 3 mètres d'envergure, l'albatros est un habitué des 40e rugissants qui se laisse porter par ces vents violents. S'il diminue, il ne pourra plus se déplacer, donc plus nourrir. Mais tout le monde ne sera pas perdant. Ces pingouins papous, qui aiment moins la glace, en profitent déjà pour agrandir leur territoire. L'environnement toujours et des images du climat qui s'affolent avec ce cyclone mortel au sultanat d'Oman. 35 personnes ont été tuées et 30 autres sont portées disparues. Les pluies torrentielles ont pris au piège les habitants et provoqué des inondations impressionnantes, comme vous le voyez, obligeant 20 000 personnes à être évacuées. Le cyclone tropical le plus violent à avoir touché la région du Golfe depuis 30 ans a également endommagé habitations, routes et ponts. Week-end, très sport sur France 2. Demain soir, vous serez nombreux au rendez-vous de la finale du Top 14 que vous pourrez suivre sur notre antenne. Une finale de rugby qui opposera le Stade Français à Clermont, tombeur de Toulouse en demi-finale. La ville de Clermont qui se prépare pour l'événement. Là-bas, le jaune et le bleu sont les couleurs de l'espoir. Manuel Tissier. Sous les volcans d'Auvergne couvre la passion du rugby. Et l'ombre de la finale plane déjà sur Clermont-Ferrand. Là, tranquillement, discret, là, on est bien là. Aurélien Rougerie cherche un peu de calme avant la tempête du Stade de France. Ici, le panache blond du capitaine attire toutes les sollicitations. Surtout depuis son coup d'éclat en demi-finale. Un essai de 60 mètres contre Toulouse. Fils d'un rugbyman clermontois et d'une basketteuse clermontoise, Rougerie est le symbole d'une région gagnée par l'euphorie de la victoire. C'est pas fait, quoi. Il faut pas non plus se projeter. Je crois qu'il faut rester humble, les pieds sur terre et puis essayer de continuer de travailler pour bien préparer cette finale. Lundi matin, dès 5 h, les guichets étaient pris d'assaut. Les 8500 billets se sont arrachés en quelques heures. Vous n'en avez pas des B11B? Non. Demain matin, 3 trains spéciaux quitteront le Puy-de-Dôme, plein de supporters et d'espoir. Ça fait presque 45 ans qu'on attend ça, donc c'est vraiment un événement. Hein. Donc je pense que cette année, on a tous les ingrédients pour que ça soit bon. Les deux équipes, Vienne et Montferrand... Clermont rêve d'en finir avec la malédiction. Depuis 1936, les Auvergnats détiennent un triste record, 7 finales perdues. À l'époque, le club s'appelait l'AS Michelin, puis l'AS Montferrand. Aujourd'hui, Clermont-Auvergne ne veut plus changer de nom, mais de résultat. Notre histoire à nous, c'est qu'on est en finale là et on va faire abstraction de tout le reste. Le Stade Français sera un adversaire bien plus redoutable que les mauvais souvenirs. Les Parisiens ont soulevé 4 fois le bouclier de Brennus ces 10 dernières années. Mais ce trophée gaulois aura toute sa place à Clermont-Ferrand, la cité de Vercingétorix. Le tennis sera également sur vos écrans ce week-end. La finale dames est pour demain. Depuis cet après-midi, on connaît l'affiche de la finale homme de dimanche. Eh bien, on retrouvera Roger Federer face à Rafael Nadal. Un choc attendu avec un léger avantage pour l'Espagnol selon les pronostics. Julien Benedetto, Philippe Lafont, Jean-Marc Nouknouk. D'une logique implacable. Finale Federer-Nadal qui dit mieux, le numéro 1 mondial contre le meilleur joueur sur terre battue. Sans faire injure à Nikolai Davydenko, on voyait mal comment le Russe, battu 8 fois sur 8 par Federer, pourrait inquiéter le Suisse. Pourtant, Davydenko mène rapidement 4 jeux à 2. C'est l'euphorie pour le Russe. Insuffisant pour faire douter Federer. L'homme aux 10 titres du Grand Chelem serre le jeu dans les moments importants. Il s'impose 7-5, 7-6, 7-6. Presque satisfait de retrouver en finale son grand rival espagnol.
On est dans la même situation juste une année plus tard. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est assez sympa pour moi. Alors bien sûr j'espère de cette année faire encore un meilleur match que j'ai fait l'année dernière. Sous les yeux de Djokovic, Nadal effectue son petit rituel d'intimidation d'avant-match. Aujourd'hui, le saut de cabri. Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, le Serbe n'a jamais été en mesure de faire douter l'Espagnol. 7-5, 6-4, 6-2. Pour la troisième année consécutive, Nadal est en finale de Roland-Garros. Seul Federer a les armes pour le battre sur terre battue. Ce long dimanche de retrouvailles s'annonce épique. La finale à ne pas manquer, c'est justement l'ancêtre du tennis, le jeu de paume, qui refait surface aujourd'hui dans une dépendance du château de Versailles. Des fouilles archéologiques ont en effet permis de mettre au jour les vestiges d'une salle construite sous le règne de Louis XIII. Daniel Wolfram, Pascal Stelletta. Le grand commun de Versailles vivait en ses murs sous l'Ancien Régime 2000 serviteurs de tous ordres, cuisiniers, valets de chambre et même des précepteurs. Les bâtiments imposants sont en rénovation et la surprise, en creusant la cour, les archéologues découvrent un jeu de paume ou ce qu'il en reste. Difficile ici de repérer l'ancêtre du tennis moderne, pourtant, sur ces tommettes, jouaient Louis XIII et sa cour, rien d'étonnant pour l'époque et pour les spécialistes. On parle de 200 à 250 cours à Paris, intramuros, au XVIIe. C'était vraiment un sport très populaire, c'était un sport à la fois le sport des rois, mais aussi le sport du peuple. Ça, ce serait une petite galerie où les spectateurs du jeu de paume se trouvent, tandis que le jeu en lui-même se trouverait par ici. Les galeries, le terrain, des vestiges. Mais le jeu d'hier renaît aujourd'hui. Il existe même 200 licenciés et 3 clubs pour jouer en 3 dimensions, du sol au plafond, un mélange de tennis et de squash. Mais comment parler de jeu de paume sans le serment du même nom? Toujours à Versailles, cette fois-ci dans la vieille ville, la fameuse salle où en 1789, le tiers-état se constitue en Assemblée nationale. On en oublie que sur ce terrain, on jouait aussi à la paume. Le filet se situait ici, et dans cette partie-là et tout autour, nous avons les galeries. Vous avez des dimensions qui sont assez proches de celles d'un court de tennis. Là, une raquette et une balle de paume. Le jeu de paume de Louis XVI reste, éternel symbole de la démocratie française. Le jeu de paume de Louis XIII, lui, va disparaître. Resteront alors ces vestiges, soigneusement répertoriés, pour être étudiés. L'épilogue maintenant d'un feuilleton que vous avez pu suivre cette semaine. Nous avons parlé dans ce journal de cet artiste danois qui voulait repeindre le Mont Blanc en rouge. Il avait été interpellé et avait promis de revenir avec des bâches. Eh bien, chose promis, chose due. L'artiste était bien ce matin au sommet du Mont Blanc avec ses toiles colorées qu'il a pu déployer à 4810 mètres d'altitude. Donc, et puis voici une exposition moins risquée. Elle est à découvrir en ce moment entre Nantes et Saint-Nazaire, tout au long de l'estuaire qui relie les deux villes. Des œuvres d'art flottent sur la Loire ou en plein milieu des marais, un voyage original et surréaliste que vous dévoilent Isabelle Bechler et Virginie Travers. Les cerceaux de Daniel Buren jalonnent le quai des Antilles. Ce sont des anneaux à bateau ou des fers aux chevilles des esclaves du commerce triangulaire. Voyez-y ce que vous voudrez pendant que vous quitterez l'estuaire pour le large. Le voilier mou d'Erwin Wurm, comme un hommage à Dali, attend de sauter à l'eau à côté d'une écluse. La croisière de 60 km entre Nantes et Saint-Nazaire découvre les villages du bord de l'estuaire et les locaux se prennent au jeu facétieux du geyser du Danois Jeppe Hein quand il s'agit de s'asseoir pour que l'eau jaillisse. Ça agrémente bien les quais. C'est une attraction qui va déplacer des gens. Poésie garantie avec La Maison dans la Loire de Jean-Luc Courcou, fabriquée de toutes pièces et arrimée là. Elle raconte les changements du cours du fleuve. 3 têtes du chat d'Alain Séchasse narguent le chaland parti à la découverte de l'estuaire. Et quand il aborde Saint-Nazaire, ses raffineries et ses chantiers navals, soudain il est surpris par des éclaboussures rouges sans logique apparente. Quel est donc le géant dont le pinceau a maculé les toits? Il faut être là. Il faut être là pour avoir l'angle de là-bas. Là, c'est encore un peu trop haut. Un petit déhanchement, un pas de côté. Vous avez trouvé la bonne place, monsieur? Ouais. C'est sûr? Ouais. À qui trouve la bonne place, l'œuvre s'offre dans toute sa force.
j'aime bien mettre en valeur, révéler. C'est-à-dire que quand ma pièce révèle les choses, je peux me considérer très heureux. Dans ce cas, je pense que le silo révèle ma peinture et vice-versa. Quelques vaches plus tard, au retour vers Nantes, une vingtaine d'œuvres monumentales vous attendent encore. Regardez donc la ville autrement, comme le suggère Daniel Buren. D'un anneau à l'autre, ce qui apparaît, c'est un morceau de l'estuaire, c'est un morceau de la ville, c'est un morceau de l'eau et du ciel. Et au fur et à mesure de ce grand travelling, on découvre tout ce lieu. Parcourir l'espace entre Nantes et Saint-Nazaire autrement, avec des artistes qui vous prennent par la main, c'est tout l'été 2007. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, suivie du point route avec Valérie Maurice. 20h50, deuxième et dernière partie du téléfilm Passé Trouble. Je vous retrouve demain dès 13h. Très belle fin de soirée sur France 2.